Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit. Nous poursuivons une série débutée avec des émissions précédentes pour évoquer la pensée géopolitique des grands courants intellectuels de la géopolitique. Vous avez une émission consacrée à la géopolitique française, une émission consacrée à la géopolitique allemande. Et donc dans cette émission, nous allons évoquer, en résumé, dans les grandes lignes, les points les plus saillants, la géopolitique anglo-saxonne. Le but étant de vous proposer une série d'émissions qui peuvent servir pour des cours, pour entrer véritablement dans la pensée géopolitique et pour vous montrer aussi que il y a de très nombreux penseurs, que ça s'inscrit, cette pensée géopolitique, sur un temps qui maintenant devient relativement long, depuis maintenant plus d'un siècle, et qu'il y a également des débats. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, il y a des gens qui se disputent au niveau intellectuel. Et donc le but aujourd'hui est de vous parler de cette école anglo-saxonne de géopolitique, donc les auteurs anglais, les auteurs américains, pour essayer de comprendre comment cela fonctionne et surtout quelle est l'influence de ces penseurs et de ces auteurs sur l'action politique. Alors, Jean-Baptiste Noé, une première question. Parce que au cœur de toute la pensée géopolitique anglo-saxonne, il y a la mer. Parce que les pays anglo-saxons, que ce soit le Royaume-Uni ou que ce soit les États-Unis, sont ou bien une île ou bien bordés de deux océans. Quel est le rapport à la mer pensé par les anglo-saxons ? Alors en effet, ce qui peut véritablement distinguer la pensée anglo-saxonne de la géopolitique, c'est le rapport de la pensée du rapport entre la terre et la mer. Autant on peut dire que la géopolitique allemande est une pensée de la terre, autant on peut dire que la pensée anglo-saxonne est une pensée de la mer. En effet, l'Angleterre est une grande puissance maritime et les États-Unis sont devenus aussi une grande puissance maritime à partir de la fin du 19e siècle et surtout à partir de la moitié du 20e siècle. Et on a parmi les penseurs anglo-saxons beaucoup de marins, beaucoup de personnes en lien avec la mer. Vous avez des gens qui ne sont pas des marins, mais qui ont malgré tout pensé la mer. Et il y en a un qui a joué un rôle très important, qui est l'amiral américain Alfred Mahan, qui est né en 1840 et qui est mort en 1914, et qui est celui qui a pensé la suprématie du rapport entre la terre et la mer. Alors il est mort en 1914, donc il n'a pas connu la Première Guerre mondiale. En revanche, il a été très fortement inspiré par la guerre de sécession. Alors, ce que nous, on appelle en France guerre de sécession, ce que les Américains appellent la guerre civile, et le terme de guerre civile est beaucoup plus juste, qui est à la fois une guerre terrestre, mais qui est aussi une guerre maritime, puisque le Nord a organisé un blocus du Sud, et parce qu'il y a eu également des attaques, des batailles navales. Et donc, Mahan est un stratège de la mer. Il s'inscrit également dans le contexte américain où les États-Unis organisent une véritable projection maritime, on va y revenir, guerre contre l'Espagne par exemple pour prendre le contrôle de Cuba et des Philippines, volonté de contrôler le canal de Panama, volonté de contrôler des îles dans l'océan Pacifique, notamment l'île de Guam. Donc on a une véritable projection militaire et politique des États-Unis sur les mers. Et tout cela est accompagné par la pensée d'auteur, en l'occurrence Mahan, donc qui est à la fois un praticien de la guerre, puisqu'il est amiral, et également un théoricien. Et notamment, on doit à Alfred Mahan la conception de ce qu'on appelle le sea power, donc la puissance de la mer, qui passe par la maîtrise de la mer. Alors, je donne une chronologie qui vous permet de comprendre ce processus. Parce que il faut bien comprendre qu'un auteur n'est jamais, c'est jamais quelqu'un qui est en dehors du temps. Un auteur s'inscrit toujours dans son époque, et même s'il cherche à avoir une pensée qui est intemporelle, sa pensée est nécessairement formatée, nécessairement influencée par son époque. Et Mahan s'inscrit dans cette époque importante. Alors, je vous donne les principales dates. 1867, c'est donc l'achat de l'Alaska par les États-Unis, qui est acheté donc à la Russie, avec l'idée qu'on va pouvoir contrôler le détroit de Bering et s'assurer une présence sur les mers du Nord. En 1895, on a la révolte de Cuba, Cuba qui était une colonie espagnole, qui est soutenue par les Américains, et les Espagnols étant chassés, les Américains établissent un protectorat sur Cuba.
En 1898, on a donc la poursuite de la guerre contre l'Espagne, et c'est à ce moment-là que les États-Unis s'étendent à Guam, à Porto Rico, à Hawaï et ensuite aux Philippines. Et c'est dans ce contexte-là également qu'est définie ce qu'on appelle la doctrine Monroe, du nom du président américain de l'époque, qui estime que le continent américain est la chasse gardée des États-Unis et que les Américains doivent intervenir sur le continent sud-américain lorsqu'il y a un problème, notamment en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et par exemple, les États-Unis défendent la sécession de cette région du Venezuela, pardon, cette région de la Colombie, qui est le Panama. Et donc, l'État du Panama est une construction américaine qui a été appuyée pour que la région fasse sécession et obtienne son indépendance. Ensuite, donc, en 1901, les États-Unis prennent à leur charge la fin des travaux du canal de Panama. Ça avait été commencé par le Français Ferdinand de Lesseps. La compagnie avait fait faillite et les Américains reprennent à leurs frais la construction du canal et militarisent la zone qui devient un protectorat de fait des États-Unis. Et puis, en 1914, donc c'est l'ouverture du canal de Panama, l'année même où on a la mort d'Alfred Mahan. Donc, vous voyez que Mahan pense l'importance de la mer, mais la mer n'est pas une fin. La mer est un moyen pour contrôler le monde. Ça, c'est un point qui est très important. La mer est un moyen économique. On va y revenir un peu tout au long de cette émission. La mer est un moyen militaire, évidemment. Mais ce qui est important surtout, c'est la notion de point d'appui. Alors, la notion de point d'appui est une notion française qui a notamment été définie par François Guizot sous Louis-Philippe, qui était l'idée de dire il ne faut pas contrôler des grands espaces, il faut contrôler des points importants. Ça, c'était un débat notamment en France. Donc, on va contrôler Alger, on va contrôler Dakar, on va contrôler Djibouti, et non pas des grands espaces, non pas des contrôles territoriaux. Et les États-Unis s'inscrivent dans cette logique des points d'appui. Donc, on contrôle Guam, on contrôle Porto Rico, on contrôle Panama, parce que contrôler ces points d'appui permet de contrôler les routes, et donc permettent de contrôler la terre. Donc, vous voyez que il n'y a pas d'opposition entre la terre et la mer. Hein, ça, c'est un point très important sur lequel insiste Mahan et qu'il faut bien avoir à l'esprit. C'est pas une dichotomie terre-mer. C'est pas une opposition terre-mer. D'ailleurs, ça serait stupide puisque dans l'histoire, aucune puissance n'a été que terrestre ou que maritime. Une puissance qui veut dominer doit maîtriser les deux. Venise et Gênes sont des puissances maritimes et des puissances terrestres également. Et des puissances financières surtout. Donc, l'idée est de contrôler la mer pour contrôler les routes, contrôler les points pour contrôler les routes, et de cette manière-là, prendre le contrôle des terres. Alors, si vous êtes familier de nos émissions, c'est un élément que j'ai souvent répété. On a d'ailleurs fait une émission sur les ports, notamment à travers le port d'Ostie, où je développe ce concept, mais je le répète parce que c'est un point qui est très important. En géopolitique, vous avez trois éléments importants dans l'espace. Ce sont les espaces, les points et les lignes. Donc l'espace, c'est la zone contrôlée. Les lignes, c'est ce qui relie les espaces entre eux. Et les points, c'est l'endroit où passent les lignes. Et Mahan s'inscrit complètement dans cette idée-là. On va contrôler les espaces. Pour ce faire, il faut contrôler des points, ce qui permet de contrôler les lignes de communication. Donc voilà, résumé, la pensée de Mahan, qui a été repris ensuite par de autres nombreux auteurs anglo-saxons. Et Mahan est un auteur particulièrement intéressant parce que c'est lui finalement qui a proposé le changement de stratégie des États-Unis. Tout à fait, les États-Unis sont une puissance terrestre à l'origine avec les 13 colonies, qui ensuite prennent le contrôle de leur zone territoriale, achat de la Louisiane, conquête jusqu'au Mississippi, puis au-delà jusqu'à l'océan. Donc les États-Unis sont une puissance continentale. Et finalement, Mahan va accompagner par la réflexion le passage d'une puissance continentale à une puissance maritime. Le fait d'avoir des ports, le fait de développer une marine. Et ce que nous montre Mahan, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme. L'Angleterre n'est pas une puissance maritime parce que c'est une île. L'Irlande est une île, pourtant ce n'est pas une puissance maritime. L'Angleterre est une puissance maritime parce qu'elle a voulu. Comme les États-Unis sont une puissance maritime, parce qu'ils ont compris que pour être une grande puissance, il fallait avoir le contrôle de la mer. Et si on n'a pas le contrôle de la mer, eh bien on va nulle part. Donc effectivement, les États-Unis ont dû basculer sur le fait d'être une grande puissance pour s'assurer d'être eux aussi une grande puissance continentale. Alors, il y a un autre penseur, cette fois-ci on va se développer chez les Britanniques, qui est Alfred Mackinder.
Alfred Mackinder, qu'a-t-il pensé, lui? Alors, Mackinder, donc lui, il est né en 1861 et il décède en 1947. C'est également un amiral, donc c'est aussi un marin, et il enseigne la géographie. Et il est professeur à la London School of Economics, et c'est lui qui a développé le concept de Heartland. Alors, je vais vous montrer la carte qui va apparaître à votre écran. C'est probablement un des concepts les plus connus de la géopolitique. Mackinder explique qu'il y a la Terre du milieu, le Heartland. Je suis d'ailleurs assez convaincu que Tolkien a lu Mackinder, ou du moins a repris une partie de la pensée de Mackinder pour développer sa Terre du milieu dans Le Seigneur des Anneaux, puisqu'ils ont vécu à la même période, ils fréquentent les mêmes cercles intellectuels. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, mais en tout cas, ils fréquentent les mêmes cercles intellectuels. Et donc, dans l'idée de Mackinder, c'est qu'on a la Terre du milieu, le Heartland, le cœur battant du monde. Vous voyez sur la carte, le Heartland, c'est en gros l'Eurasie, c'est la zone qui apparaît en rouge sombre. Et celui qui contrôle le Heartland contrôle le monde. Et donc, dans l'idée de Mackinder, il faut pouvoir maîtriser la mer pour encercler le Heartland, pour empêcher que le Heartland soit contrôlé par les Russes ou par les Allemands, et faire du contrôle de la mer un levier du contrôle du Heartland. Donc là aussi, Mackinder est un penseur du rapport entre la terre et la mer. Et ça, cette idée, il la développe dans un article de 1904 qui est paru dans le Geographical Journal, donc qui est un journal de géographie universitaire, qui va résumer sa pensée, qui vraiment va condenser sa pensée, et il va réfléchir en termes de centres géographiques. En disant dans le monde, on a des centres géographiques, on a des périphéries géographiques, mais la périphérie n'est pas rejetée. Il faut pouvoir contrôler la périphérie pour prendre le contrôle du centre. Et le centre, donc, c'est le cœur du monde, c'est le cœur battant du monde, ce qu'il appelle le pivot de l'histoire du monde, à savoir l'Eurasie. Et là aussi, il faut quand même revenir à ce qui se passait à l'époque. Les Anglais contrôlent les Indes, et les Indes, c'est plus large que l'Inde actuelle, ça va du Pakistan à la Birmanie. Et les Anglais combattent en Afghanistan pour le contrôle de l'Afghanistan, ce qu'on appelle le grand jeu. On verra en fin d'émission cette notion de grand jeu. Et donc, au moment où Mackinder écrit, on a un affrontement direct entre les Anglais et les Russes, d'une part en Afghanistan, ça fait partie des nombreuses guerres d'Afghanistan, et d'autre part en Crimée, notamment avec la France, où la France est alliée de l'Angleterre, ce qu'on appelle la guerre de Crimée, avec la fameuse bataille de Sébastopol en 1856. Donc on a un véritable affrontement militaire entre la puissance anglaise, l'Empire anglais et l'Empire russe, en Afghanistan d'une part, en Crimée d'autre part, pour empêcher l'expansion de la Russie vers les Indes et pour empêcher l'expansion de la Russie vers la mer Noire. Donc Mackinder n'est pas un homme là aussi éthéré, qui écrit de nulle part. Il constate la guerre, il voit son pays qui fait la guerre contre une grande puissance qu'est l'Empire russe, et donc il fournit un cadre intellectuel et stratégique pour comprendre la guerre qui est en cours et pour la mener. Et puis c'est un praticien. Un des reproches qu'on peut faire souvent aux penseurs géopolitiques actuels, c'est d'être des universitaires, enfin de purs universitaires, qui n'ont pas de véritable pratique. Mackinder est un amiral, donc il sait quand même ce que c'est que la guerre. Il a une pratique de la guerre. Il n'y a rien de pire que l'intellectuel qui n'est que dans la théorie et qui n'a aucune connaissance pratique des choses. Il faut manier les deux. Vous avez des gens qui sont que dans la pratique et qui ne réfléchissent jamais, c'est pas bon non plus. Il faut manier la pratique et la pensée. Revenons sur ce concept rapidement de pivot central du monde, Jean-Baptiste Noé. N'y a-t-il pas aussi dans cette théorie de Mackinder un rapprochement avec les théories de Ratzel? Oui, tout à fait. Il se retrouve dans l'idée que c'est important de contrôler la Terre, on a une zone qui est centrale au niveau mondial, qui est cette zone du pivot, donc qui est l'Eurasie. Alors c'est une zone qui n'est pas directement définie. Hein. L'Eurasie, ça va de l'Empire ottoman, la mer Noire, la mer Caspienne jusqu'à la Chine. Hein. Donc c'est une zone assez mouvante. Mais les deux ont cette idée que cette zone est cruciale et qu'il faut la contrôler. Et Mackinder va également développer la notion de coastland. Donc c'est la terre centrale qui permet, la terre périphérique qui permet de ceinturer le Heartland. Donc on le voit notamment sur la carte qui est autour de vous
Donc le Coastland, on l'a représenté en rouge un peu moins sombre. Et vous voyez que c'est l'Europe occidentale, c'est le Moyen-Orient, le Proche-Orient, les Indes et puis également l'extrême-orient asiatique. Donc cette idée qu'on va ainsi ceinturer le Heartland par le contrôle du Coastland, hein, donc la terre des côtes en quelque sorte. Et ça, c'est évidemment un élément important. Mackinder dit qu'il faut, celui qui contrôle l'île mondiale contrôle le monde. Donc il faut empêcher le contrôle de l'île mondiale et notamment empêcher une alliance entre l'Allemagne et la Russie. Ça, c'est sa hantise. D'ailleurs, c'est pour ça que les Anglais ont tout fait pour empêcher cette alliance pendant la Première Guerre mondiale, mais également pendant la Seconde Guerre mondiale, alliance qui a eu lieu au début et qui s'est désolidarisée par la suite. Donc on voit que cette pensée est effectivement assez profonde, et surtout c'est une pensée qui est en mouvement et qui sait s'adapter aux problèmes du temps. Alors autre point qui est très intéressant chez Mackinder, c'est d'avoir compris la notion d'interdépendance. C'est-à-dire qu'on a le Heartland, on a le Coastland, on a le Rimland, mais on a surtout des éléments qui échangent entre eux. Vous voyez, il n'y a pas une frontière hermétique entre le centre et les périphéries. On a correspondance entre le centre et les périphéries. Et donc, vous allez avoir des échanges évidemment économiques, militaires, culturels. Et là aussi, celui qui contrôle les échanges contrôle une partie du monde. D'où l'importance de contrôler les ports et d'avoir là aussi cette politique des points d'appui. D'ailleurs, on le voit très bien dans la géopolitique anglaise de l'époque. Vous avez les Indes qui sont vraiment le joyau de la couronne, et les Anglais veulent contrôler l'ensemble des points d'appui qui permettent d'arriver aux Indes. Donc Gibraltar, Malte, Chypre, le canal de Suez, la présence également dans le golfe d'Aden, dans l'océan Indien. Parce que c'est cette idée que, on va dire que tout est lié en quelque sorte, et qu'il n'y a pas d'opposition. On a des zones qui vont être cruciales, centrales, mais ces zones cruciales et centrales ont des dépendances ou des interdépendances avec des zones qui sont secondaires, mais elles ne sont pas opposées directement à ces zones secondaires. Donc il faut là aussi les contrôler. Malte et Chypre sont importantes parce que ça permet de contrôler la zone qui va vers les Indes. Et ça, c'est aussi ce qui va finalement distinguer la pensée de Mackinder de la pensée d'Alfred Mahan, par exemple. Mahan pense moins à l'interdépendance. De ce fait, Mahan est véritablement américain. Il y a un côté un petit peu splendide d'isolement. On a souvent reproché aux Anglais d'être dans le splendide isolement. En fait, oui, on leur a accolé ce concept. Mais dans les faits, ce n'est pas vrai. Les Anglais sont dans l'interdépendance perpétuelle. Prenez Manchester, à l'époque où a vécu Mackinder. Manchester, c'est la grande ville du coton, mais le coton n'est pas produit en Angleterre. Le coton, il provient d'Égypte, il provient des Indes. Donc, il faut produire du coton en Inde et en Égypte. On l'amène en Angleterre, et ensuite, grâce au charbon qui fournit de l'énergie, on transforme ce coton en drap et on en fait la puissance industrielle textile anglaise. Donc les Anglais, parce qu'ils ont intégré le commerce et les échanges dans leur pensée intellectuelle, sont dans la relation et sont dans l'échange, puisque l'économie, ce sont les échanges. Et ça d'ailleurs, c'est, je pense, un des éléments qui manquent à la pensée française et sur lesquels les Anglais ont beaucoup à nous apprendre, c'est l'introduction et la pensée de l'économie. Les auteurs français étant des géographes, ils ont moins pensé l'économie. Il y en a un qui l'a fait, c'est Jacques Bainville. Jacques Bainville, on pourra y consacrer une émission à part entière. Jacques Bainville est autant économiste que penseur des relations internationales. Tocqueville aussi, hein, du reste. Tocqueville a pensé l'économie. Alors vous me direz, je veux contredire un petit peu, mais on va dire plutôt qu'il y a de nombreux auteurs français qui ont pensé l'économie, mais qui ont été mis sur la touche. Et comme en France, on a une vénération pour l'État, on a du mal à comprendre ce que c'est que l'économie, notamment le rôle des échanges. Donc les Anglais ont très bien compris l'importance des échanges et ont très bien compris qu'il y avait un phénomène d'interdépendance. Et ça, c'est un point qui est vraiment important et qui apporte beaucoup à leur pensée, je trouve. Alors maintenant, abordons, Jean-Baptiste Noé, si vous le voulez, un troisième penseur qui est élémentaire dans cette école géopolitique anglo-saxonne, qui est Nicholas Spikeman. Alors Spikeman, intéressant, il est né à Amsterdam en 1893 et décédé aux États-Unis en 1943. Il a exercé une activité de journaliste. Il s'est beaucoup intéressé au Moyen-Orient et à l'Asie. Il a aussi enseigné la science politique à l'Université de Californie. Il est connu pour avoir théorisé la doctrine américaine de l'endiguement, qu'on appelle le containment, qui sera appliquée ensuite par les États-Unis pendant la guerre froide.
Lui, son grand concept se résume dans un terme qui est le Rimland. Lequel est-il? Alors effectivement, c'est un homme très intéressant, Spikeman, notamment parce qu'il est mort en 1943, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que la politique américaine menée après la Seconde Guerre mondiale lui doit beaucoup. Et simplement, vous voyez, il a créé des concepts qui vont être déployés après sa mort dans une situation géopolitique qui n'était pas celle du moment où il a écrit. Il n'y avait pas de guerre froide au moment où Spikeman a écrit. Et pourtant, sa pensée va servir de matrice intellectuelle pendant la guerre froide. Donc là, c'est très intéressant, vous voyez, le rôle, l'apport d'un homme dans la pensée. Alors, le Rimland, tel qu'il le définit, alors ça reprend beaucoup des auteurs précédents, mais ça va compléter. Et là aussi, je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on a un auteur qui n'est pas en opposition, mais qui est plutôt en complémentarité. C'est-à-dire qu'il prend des auteurs qui l'ont précédé, comme Mackinder ou comme Mahan, et puis il va les adapter au temps présent, et puis aussi parce qu'il veut avoir un apport propre. Donc on a une pensée qui repose sur des auteurs précédents. On n'est pas dans la rupture. Et ça me paraît très intéressant. Alors, l'idée essentielle du Rimland, qui est finalement une idée très, très proche de celle de Mackinder, c'est d'expliquer qu'il y a une centralité, il y a un cœur, un épicentre dans les dynamiques et dans les rivalités géopolitiques, mais ce cœur, nous dit Spikeman, n'est pas le Heartland, contrairement à ce que pense Mackinder, mais c'est une zone pivot de la géopolitique, qui est ce que lui appelle le Rimland, et qui définit ainsi, je le cite, c'est une région intermédiaire entre le Heartland et les mers riveraines. Alors, si je reprends la carte et qui va apparaître à votre écran, on l'a représenté ici. On va dire que le Rimland chez Mackinder, c'est un petit peu cette zone, alors qu'on a représentée en rouge mais également en vert. Donc ça va être cette zone qui va être un petit peu périphérique avec l'importance du Moyen-Orient, l'importance de l'Inde, l'importance de l'Asie. Et Nicolas Spikeman va dire que c'est là qu'on a des zones centrales, parce que c'est là qu'on a les zones de production, c'est là qu'on a également les grandes villes, et c'est encore plus le cas aujourd'hui, et c'est là également qu'on a les zones d'échange. Donc c'est pour ça que pour lui, c'est véritablement la zone centrale. Mais vous voyez que c'est une zone qui n'est pas parfaitement définie, d'un point de vue géographique. C'est plus une définition conceptuelle qu'une définition géographique. Et nous dit Spikeman, donc dans une formule célèbre, il dit ceci: celui qui domine le Rimland domine l'Eurasie, celui qui domine l'Eurasie tient le destin du monde entre ses mains. D'une certaine manière, c'est vrai aujourd'hui, hein, et ça c'est un point sur lequel on insiste beaucoup à conflit, le rôle crucial de l'Asie centrale, le rôle crucial de l'Eurasie, à la fois parce qu'on a des hydrocarbures, du gaz, du pétrole, parce qu'on a les routes commerçantes, notamment ce qu'on appelle la BRI, les nouvelles routes de la soie. Donc il y a ce rôle qui est véritablement important, et notamment la critique de Spikeman, ça va être de dire que le Heartland a été discrédité par la Première Guerre mondiale. Parce qu'en fait, que les faits, on va dire, la Première Guerre mondiale telle qu'elle s'est déroulée, a montré que le Heartland n'existait pas. Parce qu'il n'y a pas eu d'alliance entre l'Allemagne et la Russie, et parce que les combats pendant la Première Guerre mondiale n'ont pas porté pour le contrôle du Heartland, mais pour le contrôle des côtes. Et effectivement, il a raison. Par exemple, la guerre au Moyen-Orient, la guerre d'Orient, donc Constantinople, les batailles au Moyen-Orient, après le partage des Anglo-Saxons et des Français avec les mandats en France. On a également des batailles de la Première Guerre mondiale en Inde et en Chine. Et donc, il fait remarquer que et puis évidemment en France, c'est Verdun, c'est en zone française. Et donc, il fait remarquer qu'en fait, les batailles ont eu lieu non pas dans le Heartland, mais dans ce que lui désigne comme le Rimland, qui est une zone un peu périphérique. C'est la ceinture maritime. Exactement, la ceinture maritime, mais qui est en fait centrale. Et donc il dit en fait le Heartland, ça fonctionne pas parce que lorsqu'il y a eu la guerre, c'est pas là qu'il y a eu la guerre. Et lui meurt en 1943, mais finalement la Deuxième Guerre mondiale, c'est exactement ça. Quelles sont les grandes batailles de la Deuxième Guerre mondiale? C'est la bataille de l'Atlantique, qui est cruciale. Si les Alliés la perdent, c'est la victoire de l'Axe, notamment pour le passage et le transport de marchandises entre États-Unis et Europe. C'est la guerre également en Afrique du Nord
pour le contrôle du canal de Suez et puis la guerre aussi au Proche-Orient. C'est la guerre en Asie, donc le Japon, le contrôle de l'Indonésie. Alors, il meurt en 1943, donc il n'a pas vu toute la guerre, mais jusqu'en 1943, on voit bien que le cœur de la guerre, c'est le Rhineland. Quand Hitler attaque la Russie, dont il était allié, faut toujours rappeler quand même que les nazis et les soviétiques ont été alliés de 1939 à 1941. Il va attaquer Bakou, donc on est au Rhineland, pour prendre le contrôle du pétrole. À l'époque, Bakou, c'est quasiment 50% de la production mondiale de pétrole. Il part pas sur Moscou, comme a fait Napoléon. Donc, Spackman a raison. Les faits ont montré que le Heartland ne tient pas, que les grandes batailles ont lieu dans le Rhineland. Et d'ailleurs, la guerre froide, c'est ça aussi, c'est le contrôle du Rhineland et non pas du Heartland. Et finalement, plusieurs dizaines d'années avant Spikeman, les Britanniques n'ont-ils pas appliqué cette théorie avec le grand jeu? Tout à fait. Alors ça, c'est un point qui est important, la notion du grand jeu. La notion du grand jeu a été définie pour présenter le combat entre les Anglais et les Russes, et Soviétiques, enfin les Russes, oui, en Afghanistan. C'était en fait la grande pensée, le grand jeu en Asie, avec le contrôle donc de l'Empire des Indes et la bataille en Afghanistan. Et c'est vrai que on est dans une zone, alors j'aime pas le terme de périphérique parce que en fait on est central. C'est là qu'il y a la guerre. Pareil pour la guerre de Crimée, comme on l'a évoqué. Pareil pour la volonté de contrôler le Proche et le Moyen-Orient. Et d'ailleurs, les Français ont mené aussi cette bataille-là. Donc c'est vrai que Mackinder pense le Heartland, mais la politique anglaise est plutôt une politique de Rhineland et de contrôle du Rhineland. Donc on va voir que finalement les faits ou la politique qui est menée va un petit peu à l'encontre de la pratique, enfin de la pensée. Alors d'ailleurs, la notion de grand jeu aujourd'hui est sans arrêt réemployée, alors parfois un peu à tort et à travers. Enfin, c'est un concept qui maintenant est tombé en quelque sorte dans le domaine public. Et dès qu'il y a un événement géopolitique important, on parle de grand jeu. Abordons la doctrine du containment qui découle de toute la pensée de Spikeman, mais c'est pas Spikeman qui l'a théorisé, c'est plutôt George Kennan en 1946. Quelle est justement cette doctrine du containment et pourquoi est-ce qu'elle a été pensée par Spikeman? Alors, en effet, George Kennan est un journaliste lui aussi, qui définit donc cette pensée de containment en prenant ce qu'a dit Spikeman, mais en l'appliquant à la donne nouvelle qui est la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre froide. Et donc l'idée, c'est qu'il faut contenir l'Union soviétique par des alliances faites dans le Rhineland. Donc ça donne l'OTAN en 1949 pour l'alliance en Europe occidentale. Ça donne le pacte de Bagdad pour l'alliance au Moyen-Orient. Ça donne l'OTAS, Organisation du traité d'Asie du Sud-Est, pour l'Asie du Sud-Est, et notamment des alliances tissées avec le Japon et avec la Corée du Sud, et avec Hong Kong, bien évidemment. Donc l'idée qu'on va contrôler ces zones en les intégrant dans l'espace américain, de manière à empêcher l'Union soviétique de déborder. Donc on va contenir l'expansionnisme soviétique. On ne va pas intervenir directement dans les zones contrôlées par les soviétiques, donc on n'intervient pas en Pologne, on n'intervient pas en Europe de l'Est, où les soviétiques mettent en place leur dictature et leur rideau de fer. En revanche, on va tout faire pour empêcher l'expansion du soviétisme et du communisme. Et ensuite, d'ailleurs, on le fait en Amérique latine. Alors, dans les années 70-80, avec le soutien à des régimes dictatoriaux, à des juntes militaires qui se sont révélées souvent extrêmement cruelles. Mais c'est aussi l'idée qu'on va faire du containment, donc empêcher l'expansion du monde communiste en Amérique latine. Donc là, c'est un mélange entre containment et doctrine Monroe. Mais jamais les Américains n'ont attaqué le Heartland. Ils ne sont jamais intervenus directement dans le cœur du monde. Ils ont cherché à empêcher cette expansion, notamment en s'alliant avec la Chine maoïste, d'ailleurs, pour détacher la Chine maoïste de l'Union soviétique. Donc finalement, cette notion de containment ou d'endiguement, elle dure de 1946, donc début de la guerre froide, jusqu'à la fin de la guerre froide. Donc l'endiguement, c'est complètement accompagné d'un réalisme géopolitique. Spikeman l'avait-il pensé, ce réalisme? Oui, c'est vraiment un auteur réaliste. En fait, il va constater ce qui se passe et à partir de là, le conceptualiser
et proposer des solutions pour résoudre les problèmes. On n'est pas dans une idée où j'émets une idée et je pense que la politique s'applique à l'idée. C'est exactement l'inverse. Il y a une politique qui est menée, je vais expliquer cette politique, donc j'observe et j'explique, et j'essaie d'orienter par les concepts que je peux donner. Un quatrième penseur clé de cette école anglo-saxonne est Brzezinski. Qui était-il vraiment? Qu'a-t-il pensé? Alors, c'est un auteur qui est très intéressant également, puisque lui a eu un rôle politique majeur. Il a été conseiller pour les affaires internationales de Jimmy Carter, donc président américain. Alors Carter n'a été président que 4 ans, donc c'est un conseiller bref. Hein, on a Henry Kissinger d'un côté et Brzezinski de l'autre. Comme son nom l'indique, il est d'origine polonaise. C'est un homme qui est profondément anticommuniste et qui, après la fin de la guerre froide, a écrit ce qu'on appelle le Grand Échiquier, dans lequel il va voir dans la Russie la continuatrice de l'Union soviétique. Et donc, lui qui était très anti-soviétique et qui voulait une lutte dure et ardente contre l'Union soviétique, estime que le combat doit se poursuivre contre la Russie. Et notamment, reprenant ça d'ailleurs un petit peu la notion de Heartland, il estime que le cœur du sujet, c'est l'Ukraine. Il faut empêcher que l'Ukraine aille dans le camp russe et il faut rattacher l'Ukraine au camp occidental. Et de ce fait, il va défendre l'idée qu'il faut avoir un gouvernement ukrainien pro-occidental, qu'il faut que les États-Unis soutiennent des associations, des ONG qui sont pro-occidentales, afin de détacher l'Ukraine du monde russe pour le rattacher dans le monde américain. Et c'est ce qu'il appelle le Grand Échiquier, qui est d'ailleurs une reprise de la notion de grand jeu, mais vue différemment. C'est intéressant parce que la pensée de Brzezinski a créé quand même beaucoup de fantasmes. Et là, c'est important de voir ça dans le lien entre penseur et action politique. Brzezinski a écrit un livre dans lequel il développe une théorie qui est la notion d'Ukraine. Et beaucoup de gens ont pensé que parce qu'il avait écrit un livre, ça définissait toute la politique américaine. En disant, ben voilà, Brzezinski a dit ça, donc les Américains font ça. Donc les présidents américains font ça. Non, vous avez un auteur qui écrit un livre, qui développe une théorie, qui développe une pensée, mais les présidents américains ne l'ont pas lu, les conseillers des présidents américains ne l'ont pas forcément lu, et c'est pas parce que vous avez un auteur américain qui écrit quelque chose que que la politique américaine s'aligne sur ce livre. Oui, il y a une vraie différence entre celui qui pense et celui qui décide. Ben, complètement. Et pour moi, c'est un des principaux reproches que je fais à la science politique. Enfin, j'en fais deux. Le premier, c'est de se voir comme une science, alors que la science politique, c'est plutôt un conglomérat de sciences. On fait du droit, on fait de la géographie, etc. Et puis on appelle ça science politique. Mais c'est de vouloir en faire une science alors que ce n'est pas une science. Et deuxièmement, c'est de penser la primauté de l'intellectuel sur le politique. Le politique, il fait ce qu'il peut. D'abord, il a des échéances électorales. Ensuite, il a un électorat. Et donc, le politique, fondamentalement, ce qu'il veut, c'est être réélu. Donc, il va observer son électorat. Et il va faire une politique qui convient à son électorat en vue d'être réélu. Et vous avez trop de personnes qui veulent donner une grande théorisation. Alors, on va créer des concepts souvent verbeux, en mettant des termes de néo partout, donc néo-réalisme, néo-impérialisme, néo-idéalisme, enfin ça veut rien dire. Et on va réfléchir en disant, mais est-ce que Donald Trump est un néo-réaliste chimiquement pur? Ou est-ce que c'est un néo-réaliste teinté de néo-idéalisme? Non mais Donald Trump se lève pas le matin en disant, est-ce que je suis néo-réaliste ou est-ce que je suis un réaliste offensif? Enfin, c'est pas son sujet. Donald Trump, il se lève le matin en disant j'ai plein de problèmes à gérer parce qu'il y a des émeutes à San Francisco et à Los Angeles, parce que j'ai du chômage dans tel endroit, parce que j'ai le dollar qui est affaibli et parce que j'ai une dette importante à régler, et surtout j'ai les élections américaines, les midterms, dans 1 an et demi. C'est ça ce qui inquiète Donald Trump. Et donc à partir de là, il va faire une politique et des conseils qu'on peut lui donner et s'il les écoute plus ou moins. Enfin, ce qui est valable pour Trump est valable pour tous les présidents américains. Mais les politiques ont quand même une vision politique. Alors, ils ont une vision, mais après, ils font ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire qu'ils ont une idée, en disant, voilà le point où je dois arriver, mais après, je fais ce que je peux avec ça. Et puis, ils ont des moyens limités. Vous avez beaucoup de gens, pour eux, les États-Unis, c'est Dieu tout-puissant. Alors, soit qu'ils soient pro-américains, soit qu'ils soient anti-américains, mais pour eux, il suffit que les États-Unis disent quelque chose, et c'est ça qui se passe.
Je prends le cas de l'Iran, puisqu'on enregistre cette émission. Le jour même où les Américains, avec leur B-2, ont bombardé la base iranienne de Fordo, en disant, oui, mais si Donald Trump dit ceci, ça va arrêter la guerre. Non, mais les Iraniens, ils font ce qu'ils veulent. Les mollahs iraniens, ils font ce qu'ils veulent avec leur idéologie, leur pensée propre. Les États-Unis ne sont pas tout puissants. Ils peuvent pas arrêter les guerres parce que Donald Trump va dire, j'aime pas la guerre, donc il faut l'arrêter. Et donc vous avez des gens qui vont voir la main américaine partout, le complot américain partout, la CIA partout, alors que la CIA est largement inopérante et incompétente. Et donc ça va être les anti-américains. Alors les pro-américains vont dire, mais les États-Unis, ils peuvent tout, ils sont tout puissants et omniscients. Enfin, c'est le Dieu qui agit dans le monde. C'est pas ça. Les États-Unis, ils ont une puissance, ils font ce qu'ils peuvent avec, et surtout, ils sont là pour leur électorat. N'oubliez pas que l'élection américaine, comme l'élection française, ne se fait jamais sur des questions internationales. Elle se fait toujours sur des questions intérieures. Le meilleur cas, c'est 1991, l'élection américaine de 1991. George Bush père est donné largement vainqueur. Il a remporté brillamment la première guerre du Golfe. Et vous avez un candidat, un opposant, qui dit, qui se prend contre George Bush, et qui dit, en fait, George Bush avait promis de ne pas augmenter les impôts, il a augmenté les impôts. C'est un scandale. Donc il se présente contre lui. Il est, pendant plusieurs semaines, donné vainqueur de l'élection présidentielle américaine. Il fait un gros score, il fait 20%, c'est énorme. C'est la première fois qu'un électeur non inscrit, non affilié à un parti fait un tel score. Et il empêche de ce fait la réélection de George Bush, puisque, comme aux États-Unis, il faut arriver en tête dans un État pour avoir tous les grands électeurs. Comme vous avez deux républicains qui se partagent les voix, Bill Clinton, qui n'est pas majoritaire en voix, arrive en tête dans les États. Et c'est comme ça que Bill Clinton est élu. Pourquoi? Parce que les Américains n'ont pas voté en 1991 par rapport à la guerre du Golfe ou la fin de la guerre froide. Ils ont voté par rapport aux impôts et au chômage. Et c'est toujours comme ça, une élection présidentielle. On vote par rapport aux problèmes contemporains. Le sujet, c'est le caddie. C'est la taille du caddie. C'est pas le néo-réalisme ou le néo-impérialisme. Ça, c'est de la réflexion, c'est une sculpture de fumée pour universitaires un peu cramoisis. Et donc, ça, c'est une des grosses dérives de la science politique. Venons-en, Jean-Baptiste Noé, si vous le voulez bien, et c'est en fait un peu le cœur de cette émission. C'est sur les critiques qu'on peut faire sur la pensée anglo-saxonne. Nous, en tant que Français, on est plutôt de l'école possibiliste. Mais justement, cette pensée anglo-saxonne, avec cette théorie de Heartland, de Rimland, l'importance qu'elle accorde à la technologie pour les grandes évolutions stratégiques, n'est-elle pas trop systématique? Oui, c'est un des reproches qu'on peut lui faire, c'est de tomber dans le systématisme. Alors, c'est important... Au sens où elle va créer des systèmes. Exactement, elle crée un système, et ensuite, elle veut que le monde corresponde à ce système. Et elle va faire une lecture qui doit corroborer le système qui a été créé. Alors, c'est tout à fait intelligent, Heartland, Rimland, je trouve ça assez pertinent. C'est important d'avoir des concepts pour comprendre le monde, c'est une grille de lecture, c'est absolument fondamental. Mais le problème, c'est quand vous créez un concept ou un système, et vous voulez absolument qu'il explique tout. Et donc, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va aboutir où finalement, l'idée passe avant les faits. L'idée passe en premier. Et ça devient une idéologie finalement. Et ça, c'est un des reproches qu'on peut lui faire, ou une des limitations qu'on peut lui faire. L'avantage de la pensée française, c'est qu'elle est beaucoup moins conceptuelle. Elle n'a pas créé véritablement de grands concepts. Alors ça a ses limites, notamment en matière de pensée, d'imposition de la pensée, ou de bras de fer de la pensée. Mais ça a l'avantage d'être plus souple et de correspondre un peu plus aux réalités. Donc ça, c'est un point qui est effectivement important. Une autre question, Jean-Baptiste Noé, qu'on a déjà commencé à aborder, c'est sur le rôle de la technologie qui est accordé par la pensée anglo-saxonne. Quelle importance accorde-t-elle à ce point-là, justement? Oui, alors ça, c'est un point qui est très intéressant, qui distingue les anglo-saxons, et à juste titre, c'est qu'ils ont pensé la technique. On n'est pas dans de l'immuable. On n'est pas dans une pensée qui va être déconnectée de l'évolution du monde. Ils ont très bien compris que la puissance passe par la maîtrise technique. Donc, ça va évidemment évoluer. Vous avez la machine à vapeur, le bateau à vapeur, après ça va être le train, le rôle très important du train, notamment au Heartland, puis le rôle de l'avion, puis le rôle de l'espace, puis maintenant le cyberespace. Et donc, ils ont compris qu'il n'y avait pas d'État puissant
sans maîtrise technologique et donc sans investissement dans la technologie. Les Américains, on le sait, investissent beaucoup dans leurs universités, dans la recherche, dans les grandes entreprises, et donc ils accordent une importance fondamentale à ça. Ce qui manque, je pense, à la pensée française. Peut-être parce qu'on est trop géographique, on n'a pas assez pensé l'importance de la technique, l'importance de Facebook, de Apple, d'Amazon, l'importance de Rockefeller, l'importance de la maîtrise du pétrole, de la transformation grâce aux usines. Ça, c'est un point qui est vraiment crucial chez eux. Ils ont parfaitement compris que sans maîtrise technologique, il n'y avait pas de puissance et que la maîtrise technologique ne dure pas, puisque la technologie évolue sans arrêt. Donc, il y a la marine à voile, il y a la marine à vapeur, il y a l'avion, et puis sans arrêt, on a de nouveaux avions, etc. Donc, il faut maîtriser cette technologie, il faut sans arrêt investir pour rester bien positionné dans la maîtrise technologique. Une dernière question, Jean-Baptiste Noé, un peu à l'embranchement entre la géopolitique et l'économie, c'est le concept de géoéconomie. Qui est le principal théoricien de cette idée et que va-t-elle impliquer? Alors, ce concept est très intéressant aussi et reprend pas mal d'éléments de la technologie. La géoéconomie est un concept qui a été défini par Edward Luttwak après la fin de la guerre froide, en l'année 1990. C'est l'idée donc de l'importance de l'économie, d'une économie qui a une territorialisation, qui a des conséquences territoriales, et c'est l'idée cruciale que là aussi, il n'y a pas de puissance sans économie forte. Donc avoir des grandes entreprises, avoir la maîtrise technologique, avoir l'importance de la monnaie, donc d'où le rôle crucial de la guerre des monnaies, le rôle crucial de la guerre du droit, et c'est le début de la pensée en matière de guerre économique, que les Américains ont été parmi les premiers à penser et à développer. L'idée également que la géoéconomie, c'est la question de l'énergie, puisque l'économie, c'est de l'énergie transformée, donc la maîtrise des ressources énergétiques, gaz, pétrole, charbon, leur transformation. Donc ça apporte beaucoup. Et vous voyez que finalement, la pensée anglo-saxonne, elle est vraiment complète. C'est-à-dire qu'on a une pensée géographique, Heartland, Rimland, on a une pensée technologique, on a une pensée économique, on a une pensée culturelle, on l'a notamment avec Joseph Nye, avec le concept de soft power, bon, qui moi m'a toujours paru probablement, enfin je trouve, un peu trop surévalué. Enfin oui, on n'a pas de Joseph Nye pour savoir que la puissance culturelle était un élément important, enfin bon. Mais la force des Américains, c'est aussi de créer des concepts que d'autres ont créés avant eux, ou qui n'apportent rien de fondamental, mais de les imposer. Et là, il y a un autre aspect qui est très important, c'est la puissance intellectuelle justement, avec le rôle des universités, avec le rôle des revues, puisqu'une revue universitaire impose des concepts, une université transmet les concepts, forge les concepts. Et donc, on va dire que les anglo-saxons pensent véritablement à la puissance globale. Non pas une puissance globale au sens de je contrôle le monde entier, mais une puissance globale au sens de je contrôle toutes les facettes de la puissance. Donc le monde intellectuel, le monde économique, le monde technologique, le monde militaire, etc. Et ça, c'est un des éléments qui manque probablement à la puissance française, la pensée française, bien que les Français les aient. Tocqueville pense à la puissance culturelle, par exemple. Mais en France, en fait, on avait tout ça, mais c'est un peu à la française, si je puis dire. On l'a, mais on l'a pas forcément développé. Et après, on a repris des éléments donnés par les anglo-saxons. Ce qui est un peu dommage, il faut le redécouvrir et le redévelopper. Oui, et puis notre pensée française, on n'a pas su, contrairement aux anglo-saxons, l'imposer dans les sphères de pouvoir et de décision. Exactement. On a une coupure entre monde universitaire et monde politique, très souvent. Et puis, les anglo-saxons, par l'anglais notamment, ont pu imposer des concepts à l'échelle mondiale, ce qui fait que nous, on parle de soft power ou de hard power, alors même qu'on peut employer des termes français et les définir en français, ou bien de heartland, c'est pareil. Donc là, effectivement, ça manque un petit peu à la notion française. Merci Jean-Baptiste Noé. Merci à vous. Donc voilà pour cette émission. Vous pouvez retrouver d'autres émissions sur notre chaîne YouTube. On a une playlist entièrement consacrée à cette école géopolitique, à la définition de la géopolitique. N'hésitez pas évidemment à diffuser ça autour de vous et puis à vous abonner à Conflit, notamment à notre magazine, pour pouvoir continuer à nous soutenir et pour qu'on puisse continuer à vous proposer ces contenus en accès libre.